Avant d'ouvrir les dossiers qu'on a sur la table aujourd'hui, Les fameux dossiers, ouais. voilà, je préfère qu'on prenne quelques secondes pour poser le cadre. C'est une exploration approfondie qui va soulever des choses assez lourdes. Oui, il y a des thèmes vraiment difficiles. Donc, on fait une petite alerte de divulgachi pour commencer. On va décortiquer en profondeur des dynamiques de pouvoir et des secrets d'affaires très spécifiques. Tout à fait. Et surtout, c'est indispensable de faire une alerte de déclenchement, un vrai trigger warning. C'est essentiel, oui. Les archives qu'on va aborder documentent des réseaux de pouvoir qui sont directement impliqués dans des crimes sexuels. Plus précisément, le réseau Epstein. Et c'est pas tout. Dans la seconde moitié de notre discussion, on va examiner des périodes historiques qui sont marquées par des tragédies, des massacres ethniques et des violences meurtrières très concrètes. Ce ne sont pas des sujets faciles. Clairement pas. C'est important d'avoir tout ça en tête avant de commencer. L'idée ici, c'est pas de faire dans le sensationnalisme. C'est vraiment d'analyser de manière dépassionnée comment l'humain fonctionne. Exactement, en s'appuyant uniquement sur les faits et les documents. Voilà, les sources qu'on a sous les yeux. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est d'aller fouiller dans les mécanismes psychologiques et sociaux de l'inclusion et de l'exclusion. Un vaste programme. En gros, comment est-ce qu'on prouve qu'on a le droit d'appartenir à un cercle fermé? Et à l'inverse, comment l'exclusion de ce même cercle peut prendre des proportions absurdes? Des proportions qui peuvent aller d'une simple mise à l'écart mondaine jusqu'à des questions de vie ou de mort. C'est ça. Pour creuser ça, j'ai apporté deux types de sources complètement différentes. D'un côté, on a un volume massif d'archives d'emails. La fameuse base de données. Ouais, c'est généré par l'IA de l'encyclopédie Gmail à partir des Epstein Files. Ça couvre presque 30 ans, de 1991 à 2020. C'est énorme. Et de l'autre côté, j'ai des travaux historiques et sociologiques qui décortiquent un concept antique qu'on appelle le shibboleth. Le shibboleth, oui. Bon, décortiquons tout ça ensemble. Par où tu veux qu'on prenne le dossier de l'élite technologique? Je pense qu'il faut regarder la mécanique pure de l'entre-soi. D'accord, la mécanique. Parce que quand on observe ces archives d'emails, ce qui ressort, c'est pas juste le portrait d'un prédateur isolé. C'est vraiment l'anatomie d'un écosystème entier qui s'autoprotège. C'est exactement ce qui m'a frappé en épluchant les chiffres. Je regardais les correspondances de Joi Ito. L'ancien directeur du MIT Media Lab. Oui, le célèbre MIT Media Lab. Et aussi de Reid Hoffman. Le cofondateur de LinkedIn. C'est ça. Tu te rends compte du volume d'échanges? On parle de plus de 10 000 emails documentés pour Ito, en lien direct ou indirect avec le réseau Epstein. 10 000, c'est fou. Et pour Hoffman, on dépasse les 2400 emails. C'est vertigineux quand on y pense. Plus de 10 000 courriels, c'est plus de la simple courtoisie professionnelle à ce stade. Non, c'est une relation très suivie. C'est une habitude quotidienne. C'est l'intégration totale d'une figure pourtant radioactive au sein même de ce que la technologie et la recherche ont de plus prestigieux. Et ce ne sont pas juste des concepts en l'air. Les calendriers sont d'une précision chirurgicale. Les assistants de ces gens-là passent leur temps à coordonner des agendas impossibles. Tiens, regarde ces dates dans le dossier. Ah oui, je vois. Du 28 au 30 novembre 2014, très exactement, Hoffman et Ito se retrouvent ensemble sur Little St. James. L'île privée d'Epstein dans les Caraïbes. Ouais. J'ai vu les plans de vol, c'est toute une logistique. L'un arrive de San Francisco, l'autre vient carrément de Tokyo. Juste pour ça? Et le rythme ne redescend pas du tout. À peine rentrés, quelques jours plus tard, le 5 décembre 2014, les assistants organisent pour Hoffman ce qu'ils appellent, et c'est écrit tel quel dans le texte, un petit déjeuner très important. Un petit déjeuner, ouais. Ça se passe dans l'immense hôtel particulier d'Epstein, à New York. Et devine qui est autour de la table ce matin-là? Laisse-moi deviner, on n'est pas sur une réunion de quartier. Pas vraiment, non. Il y a Bill Gates et deux figures de la haute finance, les milliardaires Josh Harris et Ron Baron. Quel casting! Tout ce petit monde prend son café chez Epstein des années après sa première condamnation. Comment tu analyses ce type de rassemblement, toi? Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut regarder au-delà de la mondanité. C'est-à-dire? On est face à une véritable transaction, sauf qu'elle est invisible. Dans ce contexte très précis, Reid Hoffman ou même Bill Gates fonctionnent littéralement comme une monnaie sociale. Attends, quand tu dis monnaie sociale, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'Epstein les utilise comme des jetons de casino pour prouver qu'il a le droit de s'asseoir à la table des grands? C'est la métaphore parfaite. Epstein sait très bien que son nom est entaché. Alors il utilise la réputation immaculée des figures de la tech pour s'acheter de la légitimité. Ah, je vois. Imagine la scène. Epstein essaye de convaincre un dignitaire étranger, disons au Moyen-Orient ou en Russie, de lui confier des fonds ou de lui ouvrir des portes. D'accord. Il ne dit pas juste « faites-moi confiance ». Il dit « je peux vous présenter à la crème de la technologie mondiale ». Et il cite Hoffman ou Gates. Et ça marche.
Bah oui. Le simple fait que ces gens acceptent de s'asseoir à sa table lui redonne une crédibilité instantanée. C'est une pure opération de blanchissement de réputation en fait. Complètement. Le dîner du 2 août 2015 à Palo Alto illustre ça cliniquement. Ah oui, ce dîner-là. Les documents montrent que c'est l'assistante de Hoffman qui gère l'organisation. On privatise un restaurant. À table, tu as Mark Zuckerberg, Elon Musk, Peter Thiel, Joe Ito et Jeffrey Epstein. La photo de famille de la Silicon Valley. Exactement. Le fait de l'intégrer physiquement sur cette photo, ça agit comme un filtre purificateur. Être vu avec ces personnes, c'est le tampon d'approbation ultime qui dit « Ok, il fait partie de notre cercle ». C'est glaçant. Et le pire, c'est que ce blanchissement ne se limitait pas à la réputation, au statut social. C'était aussi très littéralement un blanchissement financier. Ah oui, les flux d'argent. Parce que Joe Ito au MIT Media Lab avait un vrai problème sur les bras. Le MIT en tant qu'institution refusait catégoriquement et officiellement le moindre centime d'Epstein depuis 2008. C'était la règle officielle. Voilà. Mais dans les archives, on trouve la trace de montage financier complètement hallucinant pour contourner cette règle. Oui, la fameuse technique de la cascade pour brouiller les pistes. C'est ça. Il y a une ligne spécifique dans les documents qui m'a laissé sans voix. On parle d'un transfert sec de 707 122 $. C'est très précis. Officiellement, sur le papier, cet argent est censé provenir du milliardaire Leon Black. Sauf que les fonds ne sont pas allés directement de Black au MIT. Non, ça serait trop simple. Ils ont été envoyés vers un projet rattaché à l'Arizona State University, l'ASU, pour ensuite être redirigés en douce vers le MIT Media Lab. Tout ce circuit n'avait qu'un seul but, masquer la provenance initiale de l'argent. Ce qui démontre que l'appartenance à un groupe exclusif a des conséquences matérielles colossales. L'argent, même sale, devient fluide. Ils contournent les règles. Il circule à travers des institutions universitaires respectables et, à force de passer d'un compte à l'autre, il perd son odeur. Et il ne faut pas oublier que ces liens financiers fonctionnaient dans tous les sens. Ce n'était pas juste Epstein qui arrosait le MIT. Hoffman était aussi l'investisseur principal du fonds de capital risque de Joe Ito. Le fameux fonds Neoteny 4. Exactement. Neoteny 4, on parle d'un investissement de 5 à 10 millions de dollars de la part de Hoffman. C'est des sommes astronomiques. Et les emails montrent carrément que Hoffman incitait Ito à recruter Epstein comme investisseur supplémentaire dans ce même fonds. C'est un vase clos total. Un réseau complètement hermétique. Mais au milieu de toute cette logistique, de ces millions et de ces dîners, il y a un détail. Lequel ? Un tout petit détail croustillant qui a complètement fait basculer ma lecture du dossier. Vas-y. Pour pouvoir parler de cette présence ultra gênante, sans éveiller les soupçons, le personnel du MIT Media Lab s'était créé un code. Dans leurs communications internes, le surnom d'Epstein n'était autre que Voldemort. Ah oui, Ou parfois, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. c'est le point de bascule de tout le dossier. Vraiment. Ouais, parce que l'utilisation d'un terme comme Voldemort au bureau, ça a l'air d'être une simple blague de geeks entre collègues. Une boutade à la machine à café. Voilà. Mais psychologiquement, c'est un mot de passe d'initié. C'est un marqueur tribal. Un marqueur tribal. Quand tu utilises ce code dans un email, tu prouves instantanément que tu es dans le secret. Tu fais partie de ceux qui savent. L'omission volontaire de son vrai nom devient paradoxalement le ciment qui maintient la cohésion et la sécurité du groupe. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui. Parce qu'on fait le pont avec nos autres sources. Si l'élite technologique de la Silicon Valley utilise des millions de dollars, des dîners privatisés et des noms de code comme Voldemort pour définir avec une précision redoutable qui est dedans et qui est dehors, L'histoire montre qu'on l'a toujours fait. exactement. L'humanité a toujours eu ce besoin vital de trier les gens. Sauf qu'historiquement, on n'utilisait pas des invitations au restaurant, on utilisait des codes beaucoup plus arbitraires, beaucoup plus organiques pour inclure ou exclure. Des codes linguistiques notamment. Et c'est ce que la sociologie appelle le concept du shibboleth. Le grand écart est saisissant. On passe de l'analyse d'un mot de passe conçu pour protéger la réputation d'un réseau de milliardaires à des mots de passe qui, littéralement, décidaient du droit de vivre ou de mourir. C'est fou quand on y pense. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est une constante humaine de créer des barrières linguistiques. Et des barrières mortelles. Revenons aux origines de ce mot, parce que l'histoire est dingue. On remonte loin là. Très loin. Il faut plonger dans la Bible, plus précisément dans le livre des Juges, au chapitre 12. D'accord. On est environ entre l'an 1370 et 1070 avant Jésus-Christ. Il y a une guerre tribale d'une violence inouïe entre les Galaadites et les Éphraïmites. Deux tribus voisines. C'est ça. Les Galaadites finissent par gagner et, pour empêcher les soldats éphraïmites en déroute de fuir et de rentrer chez eux, ils prennent le contrôle de tous les gués du fleuve Jourdain. Les points de passage obligatoires. Voilà.
Les fuyards arrivent et essayent de se faire passer pour des locaux. Et pour les démasquer, les gardes galéadites trouvent une méthode effarante. Ils demandent à chaque passant de prononcer un simple mot hébreu. Le mot chibolette. Exactement, chibolette. Ça voulait dire un épi de blé, ou le courant d'une rivière selon le contexte. Un mot de la vie de tous les jours. Et c'est là que la mécanique est diabolique. C'est que le piège linguistique se referme. Comment ça marchait techniquement alors? Eh bien, les Éphraïm avaient une particularité dialectale bien précise. Le son che, la consonne fricative qu'on note en phonétique avec le symbole chu, n'existait tout simplement pas dans leur région. Ils ne l'avaient pas dans leur langue maternelle. C'est ça. Leurs cordes vocales et leurs habitudes motrices ne savaient pas le produire. Donc face aux gardes armés, quand on exigeait qu'ils disent « chibolette », ils répondaient inévitablement « cibolette » avec un S sifflant. Ils disaient cibolette au lieu de chibolette. Exactement. Ils ne pouvaient pas faire autrement. C'était biologique, presque. Et ce simple défaut, cette incapacité physique à moduler un son, était une sentence de mort immédiate. Le texte biblique rapporte que 42 000 Éphraïmites ont été égorgés sur les rives du Jourdain à cause de ce test. 42 000. 42 000 personnes tuées pour un che transformé en se. Quand on lit ça à tête reposée, c'est glaçant d'absurdité. L'absurdité, c'est précisément ce qui fait la force du chibolette. Vraiment? Oui, parce que c'est pas un test de moralité, c'est pas un test de loyauté politique, c'est un test d'appartenance arbitraire, impitoyable. Tu as le son ou tu ne l'as pas. C'est ça. Et le plus troublant, c'est de voir à quel point cette mécanique archaïque va se répéter presque à l'identique à travers toutes les époques. Le chibolette devient une barrière linguistique mortelle. Une vraie arme. L'incapacité à imiter parfaitement la culture du groupe dominant devient systématiquement un motif d'élimination. Et les documents historiques que j'ai rassemblés montrent cette répétition macabre. Faisons un saut dans le temps, en mai 1302. Mai 1302. On est en pleine bataille des Éperons d'Or. Les Flamands veulent purger la ville de Bruges de l'influence française. Les milices patrouillent dans les rues et arrêtent les passants. Encore des barrages? Le test. Une phrase spécifique en flamand. Schild en de vriend. Schild en de vriend. Qui se traduit par bouclier et ami. Les francophones de l'époque étaient culturellement incapables de rouler les R de cette façon ou de maîtriser les consonnes gutturales flamandes, étaient démasqués dès la première syllabe et massacrés sur place. Le schéma est identique lors de la Révolution fusionne. Ami, aux Pays-Bas. C'est ça, entre 1515 et 1523. Le chef des rebelles, un certain Pierre Gerlof-Sdonia, interceptait les navires. Il alignait les équipages sur le pont et leur faisait prononcer une comptine locale sur le beurre et le fromage. Une comptine sur le fromage? Ouais, la phrase c'était « Buter, Brea, Angruinetsis ». Et la suite disait que celui qui ne peut pas dire ça n'est pas un vrai frison. C'est imprononçable. Si le marin butait sur l'accentuation ou la mélodie de la phrase, il était instantanément catalogué comme un infiltré hollandais ou allemand. Et on le jetait par-dessus bord ou on l'exécutait. C'est effroyable. Et ce qui me perturbe le plus, c'est qu'on a tendance à se rassurer en se disant que tout ça, c'est le Moyen-Âge ou la Renaissance. Une époque barbare, quoi. Mais pas du tout. Pas du tout. L'exemple le plus documenté et l'un des plus tragiques de notre dossier se déroule au Japon, en septembre 1923. Le séisme. C'est le grand séisme du Kanto. Tokyo et Yokohama sont en ruine, c'est le chaos absolu, les autorités sont dépassées et des rumeurs totalement infondées commencent à circuler. Des rumeurs qui visent une minorité. Oui, accusant la minorité coréenne d'empoisonner les puits et d'organiser des rébellions pour profiter du séisme. Et là, l'horreur humaine prend le relais. Des milices citoyennes s'organisent en plein désastre. Et ces milices vont utiliser la phonétique comme outil de profilage racial immédiat. Exactement. Parce que la langue coréenne de cette époque avait une structure différente de la langue japonaise, notamment concernant la prononciation des consonnes sonores en début de mot. C'est ça. Le test mis en place dans les rues en ruine était d'un cynisme total. Les miliciens, armés de lances en bambou ou de sabres, arrêtaient les gens et leur demandaient de dire 15 yens, 50 cents. Une somme d'argent? Voilà. Et la prononciation exacte en japonais, avec les bonnes intonations, c'est Jugo en gojusen. Jugo en gojusen. Ou parfois, ils exigeaient qu'on récite juste une ligne de syllabes ga, gi, gu, go, go. Et si l'accent n'y était pas? Si l'accent n'était pas parfait, si la personne accrochait sur le jus ou le go, elle était battue à mort. Et le comble de l'horreur dans cette histoire,
c'est la nature aveugle d'un tel filtre. Aveugle, c'est le mot. Un chibolette ne réfléchit pas, il coupe. Les archives de 1923 montrent que ce test n'a pas tué que des Coréens. Des centaines de Japonais ont été assassinés par leurs propres compatriotes parce qu'ils ne passaient pas le test vocal. Leurs propres compatriotes? Oui, des personnes sourdes, des personnes souffrant de troubles de la parole, et même des Japonais tout à fait ordinaires mais originaires de provinces éloignées, avec des dialectes régionaux très différents de l'accent de Tokyo. Ça touchait tout le monde. L'incident du village de Fukuda est tristement célèbre pour ça. Des Japonais tués parce que leur propre accent les a fait paraître étrangers aux yeux d'une milice paranoïaque. C'est fou de se dire qu'une machine d'exclusion finit toujours par broyer ses propres membres. Et la liste continue. Octobre 1937, on est en République dominicaine. Le massacre du Persil. Le dictateur Rafael Trujillo lance une campagne d'éradication des migrants haïtiens le long de la frontière. Comment l'armée fait le tri? Les soldats tiennent une branche de persil et demandent « Qu'est-ce que c'est ?» Juste un brin de persil. Si la personne répondait persil avec le R roulé et le son jota espagnol de façon impeccable, elle passait. Père et Gilles. Mais si elle répondait avec les intonations du créole français, qui n'a ni ce R ni cette jota rugueuse dans la gorge, c'était l'exécution. C'est terrible. C'est ce que l'histoire a retenu sous le nom glaçant de massacre du Persil. Des dizaines de milliers de morts pour un brin d'herbe. C'est l'utilisation de la linguistique comme arme de destruction massive. Et on voit d'ailleurs la même logique opérationnelle quelques années plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur le théâtre du Pacifique. Exactement. Les services de renseignement américains avaient remarqué que les espions et soldats japonais éprouvaient de grandes difficultés à différencier et à prononcer les sons L et R de la langue anglaise. Du coup, les Américains ont choisi un mot de passe exprès pour ça. C'est très pragmatique. Au lieu d'utiliser des codes complexes, ils prenaient un mot d'argot typiquement américain, plein de L. Le mot, c'était Lollapalooza. Lollapalooza. Les rapports militaires de l'époque sont très clairs. Si quelqu'un approchait d'un point de contrôle dans la nuit et répondait « Rora » au lieu de « Lola », Fini. la sentinelle tirait. La sentinelle tirait sans même poser de questions. C'est d'une efficacité brutale. Mais si on fait une pause dans cette chronologie macabre et qu'on regarde autour de nous aujourd'hui... Dieu merci, on ne s'entretue plus au carrefour pour une erreur d'accent, c'est clair. Par contre, le concept du chibolette, lui, n'a pas disparu. Il a juste muté, non ? Complètement. La violence physique a disparu, mais la violence symbolique et sociale est toujours là. Le besoin de créer des barrières est intact. C'est vrai que quand on y réfléchit, le chibolette moderne, il est partout. Ça va de la référence ultra pointue à une vieille série télé, juste pour vérifier si l'autre a la même culture pop que toi. Ou le jargon d'entreprise. Voilà, ces mots de passe de réunion où l'on balance des synergies et des scalabilités, juste pour prouver qu'on est un vrai professionnel intégré au moule. Ça marche exactement pareil. Et dans des contextes plus tendus, comme en Irlande du Nord, ça se joue sur le choix d'un nom de ville. Tu dis Derry ou tu dis Londonderry. C'est immédiat comme test. En une seconde, ton choix de vocabulaire affiche ton identité politique, religieuse et ton camp. Alors, face à cette montagne d'exemples, de Jōito jusqu'aux rives du Jourdain, alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si on prend du recul sur l'ensemble de ces documents, le constat est presque dérangeant. Dérangeant comment ? Eh bien, que tu sois en train d'organiser un petit déjeuner exclusif dans un hôtel particulier à New York avec des milliardaires de la tech, ou que tu sois un garde posté sur un fleuve en l'an 1000 avant notre ère, l'obsession sous-jacente est rigoureusement la même. Tracer des lignes. L'humain est viscéralement programmé pour tracer des frontières invisibles. L'incapacité de prononcer un « ch » ou l'absence de ton nom sur la liste d'invités d'un dîner à Palo Alto, c'est finalement la même mécanique à des échelles différentes. Le besoin archaïque d'un groupe de définir un « nous » protecteur. En identifiant et en excluant un nœud extérieur, voilà, le groupe ne se définit jamais par ses propres qualités. Il se définit toujours par ce qu'il rejette. Le code d'accès, qu'il soit financier, lié à ton carnet d'adresses ou purement linguistique, c'est la seule chose qui donne une consistance au groupe. Sans ce code, la bulle éclate. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Et cela soulève une question importante pour notre époque moderne. Laquelle ? Si par le passé, notre survie sociale ou même notre survie physique dépendait de notre capacité à prononcer la bonne syllabe ou à connaître le bon mot de passe mandin, ne sommes-nous pas aujourd'hui soumis à des shibboleths algorithmiques ? Attends, explique-moi ça. Tu veux dire que sans qu'on s'en rende compte, nos propres données, nos hésitations sur un clavier deviennent nos nouveaux mots de passe ? C'est une hypothèse très sérieuse. Créerait alors des îles virtuelles d'entre-soi.
des bulles de filtres ultra fermées, et on s'en retrouverait exclu sans aucune violence apparente. Exclu de la bonne information ou de la bonne communauté. Simplement parce que quelque part dans les serveurs, notre comportement numérique aurait mal prononcé le mot de passe invisible de la machine.